La plupart des gens passeront leur vie entière à espérer que quelqu'un les remarque enfin, à attendre d'être choisis, approuvés, applaudis. Mais quelques rares personnes, elles, cessent d'attendre. Elles se choisissent elles-mêmes. Et cette simple décision, celle de tourner leur regard vers l'intérieur plutôt que vers l'extérieur, change le cours de toute chose. Voyez-vous, vous n'êtes pas né pour être le reflet des attentes des autres. Vous n'étiez pas destiné à échanger votre paix contre leur approbation ou votre énergie contre leurs applaudissements. Pourtant, la plupart d'entre nous sommes conditionnés dès le départ à mesurer notre valeur à l'aune des opinions d'autrui. On nous dit d'être gentil, mais pas trop audacieux. Confiant, mais pas trop bruyant. Ambitieux, mais seulement dans les limites fixées. Et avant même de nous en rendre compte, nous vivons une vie qui semble parfaite de l'extérieur, mais qui sonne creux à l'intérieur. Et si ce léger malaise que vous ressentez depuis si longtemps était en fait votre âme qui demande à être reconquise, alors, si vous êtes fatigué de jouer des rôles écrits par d'autres, si vous êtes prêt à sonder votre propre âme comme un stoïcien étudie la vertu, alors restez avec moi. Ce que vous allez entendre pourrait bien vous rendre votre vie. Et si cela éveille quelque chose de profond en vous, je vous invite à vous abonner, pour vous engager sur la voie d'une vie choisie, délibérément. Car chaque petit acte de conscience est un pas vers la liberté intérieure, et c'est cette liberté que nous sommes ici pour cultiver. Bien avant que vous ne commenciez à vous poser des questions, le monde avait déjà décidé pour vous ce que vous deviez être. Discret ici, poli là, sourire quand vous êtes mal à l'aise, acquiescer quand vous êtes incertain. Vous avez été entraîné à jouer un rôle avant même de comprendre qui vous étiez. Cette formation n'était pas accompagnée d'une notice, mais elle avait des conséquences. Vous avez appris que l'amour était conditionnel, que l'acceptation avait un prix et que le moyen le plus simple de survivre était de rester à l'intérieur des frontières que les autres avaient construites pour vous. On ne vous a pas appris à écouter votre voix intérieure. On vous a appris à l'ignorer. Et c'est ce que vous avez fait, encore et encore, jusqu'à ce que le silence en vous ne ressemble plus à un choix, mais à la normalité. Ceci est plus profond qu'une simple question de culture. C'est quelque chose qui se grave dans votre système nerveux. Lorsque vous jouez constamment un rôle pour les autres, lorsque vos actions sont dictées par la peur du jugement ou le besoin d'approbation, vous commencez à associer l'expression de soi au danger. Vous n'évitez pas seulement de dire votre vérité, vous commencez à la craindre, car chaque fois que vous l'avez fait, il y a eu un prix à payer. Peut-être que quelqu'un s'est éloigné, peut-être que quelqu'un s'est mis en colère, peut-être qu'on vous a dit que vous étiez excessif, trop intense, trop sensible. Alors, vous vous êtes adapté. Vous vous êtes remodelé comme de l'argile entre les mains d'un autre, essayant de vous fondre dans un moule plus acceptable. Et pendant un temps, cela a fonctionné. Les gens vous appréciaient. Vous étiez intégré. Vous avez appris à jouer le jeu. Mais au fond de vous, quelque chose clochait, car même lorsque tout semblait parfait en surface, l'intérieur restait vide. Vous avez commencé à vous sentir comme un étranger dans votre propre vie. Ce genre de déconnexion ne se produit pas d'un seul coup. Elle se construit par couches successives. D'abord, vous cachez une pensée, puis vous faites taire un désir. Ensuite, vous prétendez qu'une de vos limites n'existe pas. Et avec le temps, vous oubliez que vous aviez un vous distinct de toute cette comédie. La partie la plus effrayante n'est pas que le monde vous ait demandé de vous abandonner, c'est que vous ayez accepté. Non pas par faiblesse, mais parce que personne ne vous a dit que vous aviez le droit de choisir autrement. Personne ne vous a dit que vos pensées, vos besoins, votre voix avaient de la valeur telle qu'ils étaient, avant d'être polis, emballés, rendus agréables. Et maintenant, vous voilà. Peut-être avez-vous réussi selon les standards du monde, peut-être êtes-vous entouré, peut-être même admiré,
mais quelque chose en vous continue de souffrir. Une tristesse silencieuse que vous ne pouvez expliquer, une fatigue que le repos n'apaise pas, le sentiment persistant que vous vous êtes éloigné de quelque chose de vrai. Et la vérité, c'est que oui, vous vous êtes éloigné, mais le retour est possible. Ce sentiment que vous avez tenté de refouler, ce n'est pas de la faiblesse. C'est la sonnette d'alarme de votre âme qui vous rappelle à vous-même. Carl Jung a dit un jour, « Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Pas celui que vos parents espéraient, ni celui que votre travail exige, ni même celui que votre partenaire désire. Juste vous, brut, honnête, entier. Mais pour revenir à soi, il faut affronter les raisons de son départ. Il faut regarder les habitudes que vous avez formées pour maintenir la paix, les croyances que vous avez adoptées pour éviter les conflits, les rêves que vous avez mis de côté parce qu'ils semblaient dérangés. Et rien de tout cela n'est facile. Il est douloureux d'admettre que l'on a trahi sa propre nature juste pour se sentir en sécurité. Mais cette douleur est sacrée. Elle signifie que vous vous souciez encore. Elle signifie que la partie de vous qui a été réduite au silence veut encore parler. Et si vous êtes prêt à vous asseoir avec elle, sans la fuir, sans l'anesthésier, vous trouverez quelque chose de bien plus puissant que le masque que vous avez porté pour survivre. Car la vérité, c'est que vous n'étiez pas destiné à jouer un rôle pour mériter votre place. Vous étiez destiné à l'incarner, à traverser le monde en sachant que votre valeur n'est pas quelque chose que l'on gagne. C'est quelque chose dont on se souvient. Mais ce genre de souvenir ne vient pas automatiquement. Il exige de la présence. Il exige de l'honnêteté. Il exige la volonté de décevoir les autres pour être loyal envers soi-même. Et oui, cela peut être inconfortable au début. Les gens résisteront peut-être à la version de vous qui cesse de se conformer, mais ce n'est pas une raison pour s'arrêter. C'est la preuve que vous êtes sur la bonne voie. Vous n'avez pas besoin de tout détruire du jour au lendemain. Vous n'avez pas besoin d'une évasion spectaculaire, mais vous avez besoin de faire une pause. Vous avez besoin de vous demander « Quelle partie de moi ai-je cachée? À quoi ai-je dit oui alors que cela m'épuisait? Qu'est-ce que j'ai évité juste pour rester accepté? » Ces questions ne sont pas faciles, mais elles sont nécessaires, car tant que vous n'y répondrez pas, votre vie appartiendra à tout le monde, sauf à vous. Le chemin du retour commence par quelque chose de simple mais de radical. Remarquez. Remarquez où vous vous effacez, où vous feignez, où vous ressentez la douleur de votre propre absence. Et quand vous remarquez, vous reconquérez. Petit à petit, décision par décision, vous recommencez à vous choisir. Non pas parce que c'est pratique, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est vrai. Et dans un monde qui vous a entraîné à oublier, vous souvenir de vous-même est l'acte de résistance le plus puissant qui soit. Le silence dérange la plupart des gens, non pas parce qu'il est vide, mais parce qu'il est rempli de tout ce qu'ils ont cherché à éviter. Dans le calme, il n'y a pas de rôle à jouer, pas d'attente à satisfaire, pas de distractions derrière lesquelles se cacher. Il y a juste vous, nous sans filtre, honnêtes. Et c'est précisément ce qui le rend si inconfortable. Nous avons passé tant de temps à jouer pour les autres que lorsque le public disparaît, nous ne savons plus comment agir. Le bruit de la vie, les conversations, les tâches sans fin, le défilement constant sur nos écrans, nous maintient dans une distraction confortable. Mais quand le bruit s'estompe, nous sommes forcés d'affronter quelque chose de bien plus difficile que le chaos extérieur, le monde intérieur que nous avons négligé. C'est dans cette quiétude que tout ce qui est vrai commence à émerger. Lorsque vous arrêtez de parler, de réagir, de courir, ce qui reste est la présence brute de votre être.
et cette présence détient plus de réponses que tous les conseils que l'on vous a jamais donnés. Mais le silence ne flatte pas votre ego. Il ne valide pas votre identité. Il n'applaudit pas vos efforts. Au lieu de cela, il vous demande de vous asseoir avec vous-même, non pas comme un personnage dans une histoire, mais comme un être humain sans masque. C'est là que l'inconfort rencontre l'opportunité, car la clarté n'est pas quelque chose que l'on trouve dans le monde. C'est quelque chose que l'on découvre en soi lorsque le monde cesse de parler. Nous avons été conditionnés à craindre le silence, car il fait de la place aux émotions que nous avons enfouies, les regrets, les doutes, les vieux souvenirs, les rêves oubliés. Mais ces choses ne sont pas là pour vous faire du mal, elles sont là pour vous enseigner. Lorsque vous faites de la place au silence, vous faites de la place à la guérison. Vous commencez à remarquer les parties de vous qui murmuraient sous la surface depuis des années, espérant que vous ralentiriez enfin assez longtemps pour les entendre. Marc Aurèle a écrit d'un jour: « Nulle part, l'homme ne trouve de retraite plus tranquille et plus sereine que dans son âme. » Mais cette retraite n'est pas accessible à ceux qui ne cessent de bouger, de penser, de réagir. Il faut prendre du recul pour entrer en soi. Et entrer en soi ne signifie pas se retirer de la vie, mais s'y engager depuis un lieu plus profond. Le silence n'est pas passif, il est puissant. Ce n'est pas une pause dans votre croissance, c'en est le fondement. La vérité, c'est que la plupart de vos réponses ne viendront pas des autres. Elles ne viendront pas du bruit, des chroniques de conseils, des vidéos de motivation. Elles viendront lorsque vous créerez un espace si calme que votre âme n'aura d'autre choix que de parler. Mais, pour la plupart des gens, dès que le silence s'installe, ils cherchent quelque chose pour le combler. De la musique, des messages, un écran, n'importe quoi pour éviter le calme. Non pas parce qu'ils ne veulent pas la paix, mais parce qu'ils ne savent pas quoi en faire. La paix, c'est une discipline, et comme toute discipline, elle exige de la pratique. Au début, le silence peut ressembler à un vide. Il peut même ressembler à de la solitude. Mais c'est seulement parce que vous avez perdu la capacité de vous lier d'amitié avec vous-même. Lorsque vous commencez à traiter la solitude non pas comme une punition, mais comme un cadeau, vous réalisez que le silence n'est pas vide, il est spacieux. C'est là que vos pensées peuvent respirer, que votre système nerveux peut se réinitialiser, que vous pouvez enfin distinguer la voix du monde de votre voix intérieure. Dans un monde qui ne cesse de crier, choisir le silence est un acte révolutionnaire. Il ne s'agit pas de se déconnecter des autres, il s'agit de se reconnecter à soi-même. Et plus vous vous asseyez en silence, plus vous maîtrisez votre propre langage émotionnel. Vous commencez à reconnaître des schémas. Vous captez les premiers signaux de l'épuisement. Vous comprenez ce qui vous anime vraiment et ce qui vous épuise secrètement. Ces prises de conscience n'arrivent pas par la force, elles arrivent par l'espace, par la présence, par l'attention. Avec le temps, le silence devient de moins en moins effrayant et de plus en plus familier. Il devient un lieu de refuge, pas une fuite. Un lieu où vous n'êtes plus à la merci des voix extérieures qui vous disent quoi vouloir, qui être ou comment vivre. Vous recommencez à écrire votre propre scénario intérieur, un scénario qui n'est pas façonné par la peur, l'image ou la pression de performer. Et vous réalisez quelque chose de profond. Vous n'étiez jamais perdu, vous étiez simplement noyé dans le bruit. C'est la porte d'entrée, non pas vers l'isolement, mais vers la plénitude. Le silence vous reconnecte avec les parties de vous qui attendaient patiemment en arrière-plan. Il vous rend plus présent avec les autres, pas moins, car plus vous vous sentez chez vous dans votre propre présence, plus vous pouvez rencontrer profondément la présence de l'autre. Les vraies relations, que ce soit avec les gens, un but ou la vérité, ne peuvent se construire que sur les fondations d'une quiétude intérieure.
Mais cela commence par votre volonté de cesser de remplir chaque instant, de cesser de craindre le calme, d'écouter non seulement vos pensées, mais le silence qui les sous-tend. Ce silence a toujours été là, attendant, guidant, vous offrant ce que le bruit ne pourrait jamais vous donner, la vérité. Et une fois que vous commencerez à honorer cet espace, ne serait-ce que quelques minutes par jour, vous remarquerez le changement. Vous deviendrez plus ancré, plus intentionnel, plus clair. Vous cesserez de réagir à la vie et commencerez à y répondre depuis un lieu plus profond. Et plus important encore, vous commencerez à vous souvenir de qui vous étiez avant que le monde ne vous dise qui être. On vous a vendu un mensonge toute votre vie, que le temps est votre bien le plus précieux. Ce n'est pas le cas. Le temps, sans une attention ciblée, n'est qu'un espace vide. Ce ne sont pas les heures que vous avez qui comptent, c'est ce que vous en faites, ce que vous leur donnez. Et la plupart des gens donnent leur attention comme si elle était jetable. Ils font défiler les écrans sans fin, consomment passivement, disent oui à des choses qu'ils ne pensent pas, écoutent des opinions qu'ils n'ont jamais sollicitées. Et chaque fois qu'ils le font, ils laissent fuir leur énergie, doucement, constamment, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien pour eux-mêmes. Le problème n'est pas que vous manquez de temps pour construire la vie que vous voulez. C'est que votre attention a été détournée par tout ce qui n'est pas vous. Voilà le vrai coup dont personne ne parle. Votre attention décide de ce qui grandit. Ce que vous arrosez prend vie. Ce que vous négligez se fane. Et si vous regardez toujours vers l'extérieur, si vous êtes toujours en réaction, toujours en train d'absorber, que reste-t-il pour créer quelque chose qui vous est propre? Pas seulement des projets ou des objectifs, mais un sentiment de soi qui est enraciné dans l'intention. Il ne s'agit pas de productivité. Il s'agit de souveraineté. Vous ne pouvez rien construire de réel dans votre vie. La paix, un but, une identité, sans posséder votre attention. Et le monde le sait. C'est pourquoi tout le monde la veut. Les plateformes, les marques, les gens, même les idéologies, se nourrissent de votre attention, façonnent votre pensée, manipulent vos désirs. Et si vous n'en êtes pas conscient, vous continuerez à tout leur donner sans même réaliser ce que cela vous coûte. Les choses auxquelles vous prêtez attention, consciemment ou non, deviennent votre monde intérieur. Elles façonnent vos pensées, vos humeurs, votre identité. Vous commencez à répéter le langage que vous entendez le plus. Vous commencez à désirer ce que les autres valorisent, même si cela ne vous a jamais importé auparavant. Vous commencez à confondre la visibilité avec la vérité et le bruit avec l'importance. Et sans le remarquer, votre esprit devient le reflet des voix les plus fortes dans la pièce, au lieu de la vérité silencieuse en vous. Sénèque nous a prévenus. Être partout, c'est n'être nulle part. Lorsque votre attention est dispersée, votre présence l'est aussi, et votre pouvoir également. Vous n'êtes enraciné nulle part. Vous êtes tiré dans toutes les directions, mais ancré dans aucune. Et le pire, c'est que cela semble normal. Cela ressemble à la vie moderne. Un petit écran dans votre poche qui vous dit constamment ce qui est urgent. Un fil d'actualité qui décide de ce à quoi vous devriez penser aujourd'hui. Des notifications qui hurlent pour obtenir votre réaction. Mais sous tout cela, votre monde intérieur meurt de faim. Pas de divertissement, pas d'information, mais de votre propre regard, de vos propres questions, de votre propre curiosité. Vous n'avez pas besoin de plus de stimulation. Vous avez besoin de plus de connexion à vous-même, à vos valeurs, à vos vraies priorités. Reconquérir votre attention commence par remarquer où elle va, sans culpabilité, sans honte, juste avec conscience. Où vous sentez-vous le plus vidé après avoir passé du temps? Quelle conversation vous laisse fragmentée? Quel type de contenu détourne votre humeur? Plus vous commencerez à suivre votre attention comme si elle comptait,
plus vous réaliserez à quel point elle est souvent volée. Pas par la force, mais avec votre consentement. Chaque fois que vous consultez votre téléphone sans but précis, chaque fois que vous acceptez quelque chose en quoi vous ne croyez pas juste pour maintenir la paix, chaque fois que vous évitez votre propre silence en vous noyant dans le bruit de quelqu'un d'autre, c'est une transaction. Et c'est vous qui payez. Mais cela ne doit pas rester ainsi. Vous pouvez commencer à ramener cette énergie à vous. Vous pouvez décider que votre attention vous appartient, que tout n'a pas accès à votre espace mental. Vous pouvez choisir de soigner votre environnement comme s'il façonnait votre esprit, parce que c'est le cas. Ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous répétez, ces choses ne font pas que visiter votre esprit, elles le construisent. Et lorsque vous devenez sélectif avec ce que vous laissez entrer, ce qui sort de vous commence à changer. Vous parlez avec plus de clarté, vous agissez avec plus de conviction, vous pensez de manière plus indépendante, car vous ne réagissez plus seulement au monde, vous le façonnez de l'intérieur. Voilà à quoi ressemble vraiment l'obsession de soi. Pas de la vanité, pas de l'ego, mais une reconquête calme et constante de votre attention. Vous devenez celui qui décide de ce qui est digne de votre esprit. Vous cessez de sous-traiter votre pensée. Vous cessez de suivre des tendances qui ne vous servent pas. Vous cessez de donner votre énergie à des choses qui vous font vous sentir plus petit, moins centré, plus anxieux. Et dans cet espace, quelque chose de puissant revient. L'intention. Lorsque votre attention est intentionnelle, votre vie devient intentionnelle. Vous ne faites pas que survivre, vous pilotez. Mais c'est une pratique. Vous ne serez pas parfait. Vous serez encore parfois entraîné. Ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que vous le remarquiez, que vous reveniez à vous, que vous ne restiez pas dispersé. Car chaque fois que vous revenez, vous reconstruisez. Vous vous enracinez plus profondément dans vos valeurs. Vous faites des choix qui reflètent qui vous êtes vraiment, pas celui que le monde a essayé de faire de vous. La question n'est donc pas de savoir si votre attention est utilisée. Elle l'est. La question est, par qui et dans quel but? Commencez à remarquer. Commencez à la ramener à vous. Commencez à vous accorder l'attention que vous avez donnée à tout le reste. Non pas parce que c'est à la mode, mais parce que vous êtes le seul à pouvoir vivre votre vie. Et si vous n'êtes pas présent pour elle, personne d'autre ne le sera. La plupart des gens n'apprennent pas à ressentir en grandissant. Ils apprennent à se cacher. Les émotions ne sont tolérées que lorsqu'elles sont pratiques, que lorsqu'elles sont silencieuses, que lorsqu'elles ne mettent personne d'autre mal à l'aise. Alors, vous vous adaptez. Vous retenez vos larmes. Vous souriez malgré la frustration. Vous vous mordez la langue quand quelque chose en vous hurle. Avec le temps, cela devient automatique. Vous ne remarquez même plus que vous vous réprimez. Vous appelez juste ça être fort. Mais la force n'est pas l'absence de sentiments. La vraie force, c'est de savoir ce que l'on ressent, de comprendre pourquoi c'est là, et de choisir de l'accueillir avec honnêteté plutôt qu'avec peur. Nous avons été entraînés à traiter les émotions comme des intrus, quelque chose à gérer, à réparer, à éliminer. Surtout celles qui ne sont pas jolies, la colère, la tristesse, le deuil, la honte. Mais si ces émotions n'étaient pas des problèmes, et si elles étaient des messagères, chaque émotion porte un message. La colère dit qu'une limite a été franchie. La tristesse signale une perte ou un besoin non satisfait. L'anxiété signifie souvent que quelque chose en vous est ignoré. Et pourtant, au lieu d'écouter, la plupart d'entre nous essaient de les faire taire, de se distraire, de nier, d'éviter, parce que leur faire face semble écrasant. Mais les éviter, c'est ce qui cause vraiment des dégâts. Ce que vous enfouissez ne disparaît pas. Il attend, et il trouve d'autres moyens de s'exprimer, par l'épuisement, le burn-out, le ressentiment, l'engourdissement.
Vous n'êtes pas né émotionnellement déconnecté. Cette déconnexion vous a été enseignée. Vous l'avez apprise pour survivre. Vous l'avez apprise pour être accepté. Mais maintenant que vous êtes ici, maintenant que vous êtes conscient, il est temps de désapprendre. Car être obsédé par soi-même, dévouer véritablement son énergie à sa croissance, signifie apprendre le langage de ses propres émotions. Cela signifie les traiter comme des alliés, pas des ennemis. Écoutez ce qu'elles essaient de vous dire au lieu de les repousser. Ce n'est pas de la complaisance, c'est de l'intelligence. C'est à cela que ressemble vraiment la conscience de soi. Vous ne pouvez pas vous maîtriser en ignorant ce qui est réel en vous. Quand vous commencez à voir les émotions comme des données et non comme un drame, tout change. Vous cessez de les prendre si personnellement, vous cessez de penser qu'elles vous définissent. Vous commencez à poser de meilleures questions. Qu'est-ce qui a déclenché cette réaction? De quoi ai-je peur de perdre? Quel besoin n'est pas satisfait? Ce type d'interrogation n'est pas complaisant, il est tranchant. Il révèle les schémas que vous répétez depuis des années sans le savoir. Il révèle les endroits où vous vous êtes abandonné juste pour maintenir la paix à l'extérieur. Carl Jung a dit un jour, « Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. » Vos émotions sont l'une des fenêtres les plus claires sur votre inconscient. Si vous les ignorez, vous continuez à répéter la même histoire. Mais si vous leur faites face, vous pouvez la réécrire. Et non, il ne s'agit pas de rester coincé dans vos sentiments. Il s'agit de les traverser avec clarté au lieu de les éviter. Car les émotions qui sont ressenties, traitées et comprises ne s'attardent pas. Elles passent. Elles se transforment. Seules les émotions que vous réprimez deviennent chroniques. La douleur émotionnelle ne devient toxique que si elle est laissée sans surveillance. Mais lorsque vous la reconnaissez, lorsque vous la laissez vous enseigner au lieu de vous définir, vous grandissez, vous évoluez, vous devenez moins réactif, plus ancré. Vous commencez à répondre au lieu d'exploser. C'est cela la véritable maturité émotionnelle, non pas le contrôle, mais la réponse consciente. La plupart des gens ne la développent jamais. Ils réagissent à la vie au lieu d'entrer en relation avec elle. Leurs émotions sont comme des tempêtes qu'ils espèrent survivre plutôt que des signaux qu'ils apprennent à naviguer. Mais vous n'êtes pas obligé de vivre ainsi. Vous pouvez construire une boîte à outils émotionnels, des pratiques simples qui vous maintiennent stable lorsque votre système nerveux commence à s'emballer. La respiration, l'écriture, le silence, nommez vos émotions à voix haute, bougez votre corps pour libérer les tensions. Ce ne sont pas des luxes, ce sont des nécessités. Ce sont vos outils pour bâtir une véritable résilience. Et voici ce qui se passe lorsque vous commencez à faire confiance à vos émotions. Vous vous alignez davantage avec vous-même. Vous savez quand quelque chose ne va pas, même si personne d'autre ne le remarque. Vous sentez quand on vous pousse à trahir votre intégrité. Vous vous rattrapez avant de sombrer dans le désir de plaire, la rumination ou l'auto-sabotage. Vos émotions deviennent votre système d'alerte précoce. Elles vous informent en temps réel si quelque chose est juste ou faux. Elles vous guident vers la vérité, et non loin d'elle, mais seulement si vous les laissez parler. Le plus grand changement que vous puissiez faire est de cesser de sous-traiter votre état émotionnel aux circonstances extérieures. De cesser de croire que votre paix dépend du comportement des autres, que votre joie dépend du fait que les choses aillent dans votre sens, que votre valeur est prouvée par votre apparente stabilité. Vos émotions vous appartiennent. Non pour être réprimées, non pour être projetées, mais pour être comprises, accueillies, travaillées. Vous créez votre propre météo intérieure par la façon dont vous vous reliez à votre monde, et non en contrôlant tout ce qui vous entoure. Alors, la prochaine fois que quelque chose s'agite en vous, la rage, le deuil, la peur, faites une pause. Écoutez. Ne l'étiquetez pas comme étant
mal. Ne vous précipitez pas pour le réparer. Demandez ce dont il a besoin. Demandez ce qu'il essaie de vous montrer. Ce moment de pause, ce passage de la réaction à la réflexion, c'est ainsi que vous reprenez votre pouvoir. Car la personne qui comprend ses propres schémas émotionnels ne peut être facilement manipulée. Elle ne peut être facilement ébranlée. Elle ne se brise pas chaque fois que le monde bouge. Elle plie, elle s'ajuste, elle reste enracinée. Vous avez passé assez de votre vie à essayer d'être émotionnellement acceptable. Il est maintenant temps de devenir émotionnellement conscient. Non pour les apparences, mais pour la liberté. Car peu importe votre intelligence, peu importe votre force, si vos émotions vous mènent en rond, vous ne vous libérerez jamais. Mais une fois que vous commencez à les voir pour ce qu'elles sont, des signaux, pas des menaces, vous commencez à revenir à vous-même. Vous commencez à vivre non pas en résistance à votre monde intérieur, mais en harmonie avec lui. Et c'est là que votre vie commence à changer. Silencieusement, puissamment, de l'intérieur vers l'extérieur. Le rejet est une blessure profonde, non pas pour la douleur en surface, mais pour ce que nous croyons qu'il signifie en profondeur. La plupart des gens prennent le rejet comme une confirmation de leur plus grande peur. Ne pas être assez, ne pas être digne, ne pas être désiré. Alors, ils se replient, ils rétrécissent. Ils s'efforcent encore plus de rentrer dans le moule. Mais si le rejet n'était pas la preuve d'une insuffisance, et s'il était simplement la preuve que vous avez dépassé un espace qui ne vous convient plus, que la personne que vous devenez ne peut plus se plier confortablement à ce que les autres attendent de vous, la vérité, c'est que le rejet est souvent la première réponse que le monde vous donne lorsque vous commencez à incarner votre véritable moi. Non pas parce qu'il y a quelque chose qui cloche chez vous, mais parce que le rôle que vous jouiez a été perturbé. Nous vivons dans un monde qui aime la prévisibilité. Il est plus facile de vous catégoriser lorsque vous restez cohérent avec l'histoire que les autres ont de vous, lorsque vous êtes agréable, conciliant, docile. Mais lorsque vous commencez à sortir de ces rôles, lorsque vous arrêtez d'acquiescer pour maintenir la paix, de rire à ce qui n'est pas drôle, de dire oui à ce qui vous épuise, la réaction est immédiate. Soudain, vous êtes difficile, distant, vous avez changé. Mais l'inconfort que les gens ressentent ne vous concerne pas vraiment. Il concerne le changement dans leur contrôle. Ils ne peuvent plus vous façonner comme avant, et cela remet en question l'équilibre sur lequel ils comptaient. Le rejet, à ce moment-là, n'est pas une punition. C'est la preuve que vous devenez intouchable, dans le meilleur sens du terme. Pourtant, ça fait mal. Vous le sentirez dans votre poitrine, dans votre estomac, dans les moments de silence où vous vous demanderez si être vous-même en vaut le prix. Mais c'est précisément dans ces moments que quelque chose de puissant se déploie. Vous commencez à voir quelle relation était bâtie sur la performance plutôt que sur la vérité, quelle dynamique n'existait que parce que vous restiez petit, et quelle vie s'ouvre lorsque vous cessez d'avoir besoin d'être choisi. Le rejet ne dit pas « tu n'as aucune valeur ». Il dit « tu n'as plus ta place dans cette version de l'histoire ». Ce n'est pas une tragédie, c'est de la clarté. Le rejet est un miroir. Il reflète ce que vous avez dépassé, ce qui ne résonne plus, et parfois ce que vous avez toléré depuis trop longtemps. Quand quelqu'un vous ignore, remet en question votre valeur ou prend ses distances à cause de votre authenticité, il vous rend un service silencieux. Il vous montre qui votre vérité dérange. Et c'est parfois la confirmation dont vous avez besoin pour continuer. Il est tentant de le prendre personnellement, de tomber dans la spirale du doute. Mais si au lieu de demander « qu'ai-je fait de mal ?», vous demandiez « qu'ai-je fait de bien pour que le masque ne soit plus nécessaire ?» Carl Jung a dit un jour « La chose la plus terrifiante est de s'accepter complètement. »
Et c'est parce que l'acceptation de soi totale s'accompagne presque toujours de pertes. Vous perdez le confort du familier. Vous perdez les relations qui exigeaient votre silence. Vous perdez l'illusion que s'intégrer, c'est la même chose qu'être vu. Mais ce que vous gagnez a une valeur infiniment plus grande. Vous gagnez la liberté. Vous gagnez la clarté. Vous gagnez une sorte de loyauté intérieure que personne d'autre ne peut vous donner et que personne d'autre ne peut vous enlever. Les gens qui vous rejettent parce que vous avez grandi ne seront jamais ceux capables d'accueillir qui vous êtes vraiment. Et plus vous vous accrochez à leur approbation, plus vous retardez votre devenir. Car on ne peut pas évoluer et rester agréable en même temps. On ne peut pas dire sa vérité tout en étant la version de soi que tout le monde préfère. On ne peut pas reconquérir sa vie sans d'abord affronter les endroits où elle n'a jamais été vraiment la vôtre. C'est ce qui fait du rejet un cadeau enveloppé d'inconfort. Il pointe exactement les endroits où vous négociez encore votre identité en échange d'un sentiment d'appartenance. Et quand vous arrêtez de le faire, quand vous choisissez d'être rejeté plutôt que d'être faux, vous cessez de sous-traiter votre valeur. Vous arrêtez de courir après des places où vous n'étiez jamais censé tenir, et vous commencez à créer une vie qui reflète votre réalité, pas votre rôle. Cela ne veut pas dire que vous devenez froid. Cela veut dire que vous devenez clair. Vous cessez d'essayer de vous expliquer à des gens déterminés à mal vous comprendre. Vous arrêtez de vous diluer juste pour être digestible. Vous cessez de vivre dans la peur d'être trop ou pas assez. Et ce faisant, vous attirez ce qui est réel. De vraies personnes, un vrai but, une vraie paix. Mais rien de tout cela ne commence tant que vous ne cessez de voir le rejet comme un échec et que vous ne commencez à le voir comme une redirection. La douleur ne signifie pas que vous êtes brisé. Elle signifie que vous êtes éveillé. Elle signifie que vous ne vous anesthésiez plus dans des relations qui vous demandent de mentir. Et oui, cela peut être solitaire au début. Le silence après le rejet peut sembler lourd, mais ce silence est aussi un espace où quelque chose de nouveau peut grandir, quelque chose d'honnête, quelque chose qui est à vous. C'est ainsi que vous reprenez votre pouvoir, non pas en convainquant quiconque de vous garder, mais en décidant que vous n'avez plus besoin d'être gardé. Vous n'avez pas besoin d'être choisi par des gens qui n'aimaient que la version de vous facile à gérer. Vous devez vous choisir si pleinement qu'être mal compris ne vous ébranle plus, car vous savez qu'être vu clairement vaut bien plus que d'être aimé sous condition. Alors, la prochaine fois que vous êtes rejeté par une personne, un groupe, une opportunité, faites une pause avant de vous effondrer. Demandez-vous, est-ce que je prétendais être quelqu'un d'autre pour être accepté ici? Si la réponse est oui, alors le rejet vient de vous libérer. Et si la réponse est non, si vous étiez pleinement vous-même, alors on vient de vous épargner la poursuite d'une vie qui ne pouvait supporter le poids de votre vérité. Dans les deux cas, vous gagnez. Le corps ne ment jamais. Bien après que vos mots ont maquillé la réalité, bien après que votre esprit a rationalisé l'inconfort, votre corps, lui, dit toujours la vérité. Il retient ce que vous tentez d'enfouir. Il absorbe ce que vous prétendez ne pas vous atteindre. Il conserve la tension de chaque accord que vous avez passé quand votre instinct disait non. Chaque fois que vous avez souri à travers le ressentiment, ignoré votre épuisement, forcé votre désir de plaire au détriment de votre paix, votre corps a remarqué. Et il n'a pas oublié. Cette oppression dans votre poitrine, cette fatigue chronique, cette lourdeur qu'aucune nuit de sommeil ne semble apaiser, ce n'est pas juste du stress. C'est votre corps qui vous dit que quelque chose dans votre façon de vivre est en désalignement. Il est facile de l'ignorer. Après tout, on nous apprend à traiter le corps comme une machine. Pousse plus loin,
reste productif, continue. Le repos est une faiblesse. La douleur est une nuisance. Mais votre corps n'est pas là pour être conquis. Il est là pour communiquer. Et quand vous ignorez ces signaux assez longtemps, ils ne disparaissent pas. Ils deviennent plus forts. D'abord un murmure, puis un inconfort, puis une panne. Et au moment où vous réalisez ce qui se passe, la déconnexion vous a déjà coûté mentalement, émotionnellement, physiquement. Nous pensons souvent aux limites comme quelque chose que nous imposons aux autres, mais la première limite est avec vous-même. C'est savoir quand vous avez atteint votre seuil. C'est honorer le point où quelque chose passe de durable à autodestructeur. Quand vous ne l'honorez pas, votre corps devient le champ de bataille. Vous pouvez mentir à vos amis. Vous pouvez mentir à votre patron. Vous pouvez même mentir dans votre journal. Mais votre corps, lui, vous trahit. Les maux de tête, les épaules tendues, les problèmes digestifs. Ils ne sont pas aléatoires. Ils ne sont pas séparés de votre monde émotionnel. Ils sont votre monde émotionnel rendu visible par la sensation. Carl Jung a écrit « Le corps est la raison de l'âme rendue visible. En d'autres termes, ce n'est pas seulement de la peau et des os, c'est un enregistrement de votre vérité intérieure. Il se souvient où vous avez été bafoué sans rien dire. Il porte la tension d'un deuil non résolu, d'une colère non exprimée, d'une tristesse ravalée. Et aucun livre de développement personnel ne peut contourner le fait que votre corps fait partie de votre histoire depuis le début. Vous ne pouvez pas déjouer votre système nerveux par la pensée. Vous ne pouvez pas gérer votre biologie par la volonté. Vous devez la rencontrer, l'écouter, travailler avec elle. Il ne s'agit pas de rechercher une santé parfaite. Il ne s'agit pas d'apparence ou de performance. Il s'agit de survie, et plus encore, de présence. Car lorsque votre corps est en détresse, votre esprit ne peut se poser. Votre esprit ne peut s'élever. Vous êtes constamment sur la défensive contre des ennemis invisibles qui vivent sous votre propre peau. Mais lorsque votre corps se sent en sécurité, lorsqu'il se sent entendu, soigné, soutenu, tout change. Vous pensez plus clairement. Vous parlez avec plus de force. Vous vous sentez plus ancré. Vous cessez de réagir par peur et commencez à répondre depuis votre vérité. C'est pourquoi prendre soin de soi signifie traiter son état physique comme sacré. Non pas comme un simple outil pour accomplir des tâches, mais comme une boussole vivante qui vous guide vers ce qui est vrai. Commencez à remarquer. Où sentez-vous la tension lorsque vous entrez dans certains environnements? Où votre énergie chute-t-elle après avoir parlé à certaines personnes? Quels aliments vous laissent anxieux? Quelles habitudes vous anesthésient au lieu de vous nourrir? Ce sont des indices. Ils ne sont pas aléatoires. Ce sont des cartes pour revenir à vous-même si vous êtes prête à les lire. Prendre soin de son corps ne se résume pas à ce que l'on mange ou à la fréquence de l'exercice. C'est comment vous écoutez, comment vous vous reposez, comment vous respirez, comment vous honorez les signaux subtils avant qu'ils ne deviennent des cris. C'est prêter attention au moment où votre corps dit « j'ai besoin d'espace » et ne pas l'écraser sous une autre tâche, une autre réunion, une autre obligation que vous n'aviez jamais vraiment apportée. C'est aussi le mouvement, non pas pour punir, mais pour reconnecter. Votre corps veut bouger, non pas avec une forme parfaite, non pas pour des éloges extérieurs, mais pour traiter, pour libérer, pour exprimer ce que les mots ne peuvent pas dire. Le mouvement n'est pas une question de contrôle, c'est une question de libération. Quand vous le traitez comme un rituel de soins plutôt qu'un test de valeur, il devient une médecine, il devient guérison. Mais la guérison ne commence que lorsque vous cessez d'ignorer la fatigue, de rejeter votre douleur comme étant normale, d'appeler la survie de la force.
Vous n'étiez pas destiné à traîner votre corps à travers la vie comme un fardeau. Vous étiez destiné à y vivre pleinement, à vous sentir vivant dans votre peau. Pas seulement fonctionnel, pas seulement tolérable, mais vivant. Vous n'atteindrez pas votre potentiel dans un vaisseau négligé. Vous ne pouvez pas faire un travail significatif, construire des relations significatives ou vivre avec un sens si votre corps essaie constamment de se remettre de la façon dont vous le traitez. Il n'est pas un inconvénient. Il n'est pas un objet en arrière-plan. Il est le foyer de toute votre expérience, et chaque décision que vous prenez est filtrée à travers lui. Si votre corps est en détresse, vos choix le seront aussi. Alors peut-être est-il temps d'arrêter de demander « Combien de plus puis-je supporter ?» et de commencer à demander « Qu'est-ce que mon corps essaie de dire ?» Parce qu'il dit toujours quelque chose. Et si vous vous arrêtez assez longtemps pour écouter, vous pourriez découvrir qu'il ne retient pas seulement l'attention. Il retient la sagesse, la clarté, la vérité. Il n'est pas contre vous. Il essaye de vous protéger, de vous ramener à l'alignement, à l'honnêteté, à la complétude. Votre esprit peut oublier. Vos habitudes peuvent vous trahir. Mais votre corps ne cesse jamais de parler. La seule question est, êtes-vous enfin prêt à l'entendre? Beaucoup portent une étrange pression, la croyance que leur but est une chose qu'il faut traquer, comme s'il se cachait quelque part, attendant d'être découvert dans un avenir lointain. Mais si le but n'était pas quelque chose que l'on trouve, et s'il était quelque chose dont on se souvient, une chose que vous avez toujours su, mais oubliée au moment où vous avez commencé à essayer de devenir ce que les autres voulaient que vous soyez, car il fut un temps, probablement très tôt, où vous ne remettiez pas en question ce qui vous animait. Vous le suiviez, tout simplement. Vous jouiez, créiez, exploriez, non pas pour être productif ou loué, mais parce que quelque chose en vous se sentait éveillé, vivant. Puis est venu le bruit, la structure, le conditionnement. Le message subtil et répété que cette chose que vous aimez n'a pas d'importance à moins qu'elle ne rapporte de l'argent, ne plaise aux autres ou ne rentre dans le moule. Alors, vous l'avez enterré. Vous avez commencé à survivre. Et la survie n'a pas de temps pour l'émerveillement. Elle n'a pas d'espace pour la curiosité. Elle ne nourrit pas la voix en vous. Elle la fait taire. Lentement, au fil des ans, cette voix s'estompe sous les responsabilités, la pression sociale et l'exigence sans fin de s'intégrer. Vous suivez le script. Vous apprenez à faire ce qui est attendu. Vous apprenez à réussir selon les termes du monde, mais quelque chose semble toujours décalé. Pas faux, exactement, juste distant. Comme si vous marchiez dans des chaussures qui ne sont pas les vôtres, prononciez des mots qui ne sont pas les vôtres, souriez dans des lieux où vous vous sentez invisible. Et au fond de vous, une question ne cesse de résonner. C'est tout ce qu'il y a? Cette question n'est pas un problème. C'est un guide. C'est la part de vous qui n'a pas abandonné, la part qui se souvient. Le but ne crie pas. Il ne rivalise pas avec le bruit. Il attend dans le silence, sous les couches de performance. Il vit dans les petites choses qui allument une étincelle de réel en vous, les moments où vous vous sentez en paix sans explication, les activités qui font disparaître le temps, les expressions qui vous font vous sentir à nouveau vous-même. Et pour atteindre cet endroit, vous n'avez pas besoin d'un plan quinquennal. Vous avez besoin de silence, d'attention, d'une honnêteté radicale. Se souvenir de son but n'a rien de glamour. Cela s'accompagne rarement d'applaudissements. Cela vient avec un sentiment, une résonance, une connaissance tranquille qu'en cet instant, vous êtes aligné. Vous ne jouez pas un rôle, vous ne prétendez pas, vous ne prouvez rien. Vous êtes, tout simplement, et cet être est porteur de sens. C'est là que la plupart des gens se perdent.
Il continue de courir après des signes extérieurs, la reconnaissance, la validation, une étiquette parfaite. Mais la résonance ne vient pas de l'extérieur. Elle se ressent, elle ne s'explique pas. Et vous ne pouvez la sentir que lorsque vous cessez de vous anesthésier, de vous précipiter, de sous-traiter vos décisions à ce qui est populaire ou sûr. La vérité, c'est que votre but a toujours été avec vous. Il est dans les schémas qui se répètent dans votre vie. Il est dans le type de problème que vous êtes attiré à résoudre, les conversations qui vous illuminent, la douleur qui vous a rendu sage. Mais vous ne pouvez pas voir ces schémas si vous ne vous arrêtez jamais assez longtemps pour regarder. C'est pourquoi l'introspection n'est pas un luxe, c'est une responsabilité. C'est ainsi que vous commencez à relier les points entre qui vous avez été et qui vous êtes destiné à être. Vous n'avez pas besoin d'inventer votre but. Vous avez besoin d'enlever ce qui le bloque, le bruit, la peur, la croyance qu'il doit ressembler à quelque chose de précis, rapporter une certaine somme ou impressionner un certain groupe de personnes. Et voici l'ironie. Lorsque vous commencez à vivre depuis cet endroit tranquille de vérité, lorsque vous suivez ce qui résonne au lieu de ce qui performe, les choses extérieures que vous poursuiviez autrefois perdent leur pouvoir sur vous. Vous n'avez plus besoin que tout le monde vous comprenne. Vous cessez de demander la permission. Vous cessez de vous surexpliquer à des gens qui ne vous ont jamais vraiment vu de toute façon, parce que vous ne vivez plus pour être vu. Vous vivez pour vous sentir connecté. À vous-même, à ce qui compte. Et à cet endroit, tout commence à s'aligner. Mais se souvenir de son but n'est pas un événement unique. C'est une pratique, c'est une relation. Elle s'approfondit avec le temps. Vous y revenez. Vous l'affinez. Vous écoutez encore et encore, car la vie essaiera de vous distraire, de vous dévier de votre trajectoire, de vous séduire avec le confort. Mais la voix ne disparaît jamais. Elle est toujours là, attendant votre attention. Et plus vous y revenez, plus elle devient claire, plus elle devient forte, et finalement, elle devient votre boussole. Non pas parce qu'elle vous dit exactement où aller, mais parce qu'elle vous dit quelle direction ressemble à la vérité. Alors si vous cherchez encore, faites une pause. Ne demandez pas quel est votre but. Demandez ce que vous avez évité. Demandez quelle partie de vous-même vous avez fait taire. Demandez ce que vous aimiez avant que quelqu'un ne vous convainque que cela n'avait pas d'importance. Les réponses ne seront pas bruyantes. Elles ne seront pas toujours faciles. Mais elles seront honnêtes, et cette honnêteté est tout. C'est le début de votre retour. Vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour vivre une vie pleine de sens. Vous avez besoin de devenir davantage qui vous êtes déjà. C'est l'essence du but. Pas une performance, mais un souvenir. Pas quelque chose de gagné, mais quelque chose de révélé. Et plus vous l'honorez, moins vous vous sentez perdu, parce que vous n'errez plus. Vous rentrez à la maison. Il y a une érosion silencieuse qui se produit lorsque vous continuez à dire oui, alors que votre corps, lui, dit non. Au début, cela ressemble à de la gentillesse. On se sent serviable, flexible, facile à vivre. Mais, avec le temps, quelque chose bascule. Votre paix intérieure devient le prix à payer. Votre énergie devient votre monnaie d'échange. Et peu à peu, vous vous réveillez dans une vie qui ne vous ressemble plus. C'est un schéma subtil, cet abandon de soi, mais ses effets s'accumulent. Vous finissez submergé, non pas parce que vous en faites trop, mais parce qu'une trop petite partie de vos actions vous sert réellement. La plupart des gens pensent que les limites sont sévères, égoïstes ou impolies. Mais les limites ne sont pas des barrières à la connexion. Elles sont précisément ce qui protège votre capacité à vous connecter honnêtement, profondément et durablement. Elles ne sont pas froides. Elles sont claires. Les limites disent au monde: c'est ici que je m'arrête et que tu commences.
C'est ainsi que vous vous taillez un espace pour grandir, pour respirer, pour construire. Chaque fois que vous posez une limite, vous réaffirmez à votre système nerveux que vos besoins comptent, que votre temps est sacré, que votre énergie n'est pas accessible sur demande. Et chaque fois que vous manquez d'en poser une, vous envoyez le message opposé, que vous passez en second. Vivre sans limite vous reconfigure lentement pour tolérer ce qui vous épuise. Vous commencez à normaliser l'inconfort, à accepter le ressentiment comme l'effet secondaire d'être une bonne personne. Mais vous n'êtes pas né pour plaire à tout prix. Vous n'êtes pas destiné à passer votre seule et unique vie à essayer de ne déranger personne. Car lorsque vous faites cela assez longtemps, vous ne reconnaissez plus le son de votre propre voix. Vous oubliez ce que vous voulez vraiment, et il devient de plus en plus difficile de faire la différence entre la loyauté et la trahison de soi. Il ne s'agit pas de rejeter les autres. Il s'agit de se choisir soi-même, quand personne d'autre ne peut le faire pour vous. Il s'agit d'apprendre à dire non, non pas comme un acte de rébellion, mais comme un acte de protection. Vous dites non au chaos pour pouvoir dire oui à la clarté. Vous dites non aux obligations qui vous étirent jusqu'à la rupture pour pouvoir dire oui aux responsabilités qui s'alignent vraiment avec votre but. Vous dites non à une disponibilité constante pour pouvoir dire oui à une présence totale lorsque cela compte vraiment. Cela demande de la pratique. Au début, cela semble étrange, voire même déplacé, surtout si vous avez bâti votre identité sur le fait d'être indispensable, d'être gentil, d'être celui qui répond toujours présent. Mais la vérité, c'est que répondre toujours présent pour les autres tout en s'ignorant soi-même n'est pas une vertu. C'est une lente déconstruction qui engendre une amertume silencieuse. Celle que l'on porte dans sa posture, dans le ton de sa voix, dans la façon dont le corps souffre après une autre journée passée à porter un poids qui n'a jamais été le sien. Poser des limites est l'une des expressions les plus claires de l'acceptation de soi, car cela signifie que vous croyez enfin que vous valez la peine d'être protégé, que votre temps, votre paix, votre monde intérieur comptent assez pour tracer une ligne et la tenir, même si cela ne plaît pas aux autres. Ce genre de respect de soi ne crie pas. Il n'en a pas besoin. Il décide, simplement. Silencieusement, fermement, constamment. Et voici ce qui se passe lorsque vous commencez à vivre de cette façon. Les personnes qui vous estiment vraiment s'adapteront. Celles qui n'étaient là que par commodité s'éloigneront. Les deux sont des révélations. Les deux sont des bénédictions. Et aucun des deux n'est votre fardeau. Car lorsque vous cessez de vous faire petit pour que les autres soient à l'aise, vous créez de l'espace pour des relations ancrées dans la vérité, et non dans la transaction. Dans ces espaces, vous n'avez pas besoin de donner à l'excès pour vous sentir digne. On vous accepte là où vous êtes, pas là où vous vous êtes épuisé à paraître. Les limites sont aussi internes. Ce sont les accords que vous passez avec vous-même, les promesses que vous tenez. Comme ne pas consulter votre téléphone à la seconde où vous vous réveillez. Comme vous reposer quand votre corps le demande, au lieu de forcer parce qu'il y a trop à faire. Comme préserver un espace pour votre propre créativité, votre réflexion et votre croissance, même si cela signifie décevoir ceux qui attendent de vous une disponibilité sans faille. Vous commencez à remarquer que la paix ne se trouve pas dans le vide. Elle est créée par les frontières que vous bâtissez autour de ce qui compte le plus. Il ne s'agit pas de perfection, mais d'alignement. Certaines limites devront être redessinées, d'autres seront mises à l'épreuve. Mais plus vous pratiquez, plus vous réalisez que vous ne devez un accès illimité à personne, ni à vos amis, ni à votre famille, ni à vos collègues. L'accès se mérite, et votre vie n'est pas un parc public. C'est un lieu sacré, un avenir que vous construisez brique par brique. Et chaque oui que vous donnez doit soutenir cet avenir. S'il ne le fait pas,
Ce n'est pas de la générosité, c'est du sacrifice. Et c'est un schéma que vous ne pouvez plus vous permettre de répéter. Vous n'êtes pas difficile parce que vous avez besoin d'espace. Vous n'êtes pas égoïste en protégeant votre paix. Vous n'êtes pas froid en disant non. Vous devenez quelqu'un à qui l'on peut confier sa propre vie. Et ça, c'est essentiel. C'est ainsi que vous cessez de vivre en réaction pour commencer à vivre avec intention. Et quand vous le faites de manière constante, votre vie commence à refléter quelque chose de différent. Pas seulement la liberté, pas seulement la clarté, mais la plénitude. Les limites ne visent pas à repousser les gens. Elles servent à construire une vie à laquelle vous n'avez pas besoin d'échapper. Une vie qui reflète vos valeurs, votre rythme, vos priorités. Vous ne trouverez pas cette vie en étant tout pour tout le monde. Vous la trouverez en étant fidèle à vous-même. Même quand c'est difficile. Même quand c'est solitaire. Même si cela vous coûte l'approbation des autres. Car rien de précieux ne peut être construit sans limite. Ni la confiance, ni la vision, ni la paix, ni vous-même. Vous n'avez jamais été destiné à vivre une vie façonnée par la peur, le silence ou l'épuisement. Vous êtes destiné à vivre avec clarté, profondeur et puissance, en commençant par la façon dont vous vous traitez. Chaque limite que vous maintenez, chaque vérité que vous honorez, chaque moment où vous vous choisissez, vous rapproche de la vie que votre âme réclame silencieusement. Et cette vie commence au moment où vous cessez de vous excuser de vouloir plus.